Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 15 février 2026. Au menu aujourd'hui, un seul sujet, la 22e réunion annuelle des services de transport qui s'est tenue cette semaine à Bamako. Un rendez-vous majeur, un cadre privilégié d'échange, d'évaluation et de planification des services du département de transport. La rencontre permet de mesurer les progrès accomplis, d'identifier les défis et de proposer des orientations stratégiques. Pour plus de détails, nous recevons M. Mamadou Tchernosso, directeur général des transports. Bonjour, M. So. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, nous allons donc parler de cette 22e réunion annuelle des transports, des services de transport qui s'est tenue donc cette semaine à Bamako. Un rendez-vous, je le disais, majeur et qui est un cadre privilégié d'échange, d'évaluation et de planification des services du département des transports. Elle permet de mesurer les progrès accomplis, d'identifier les défis et de proposer des orientations stratégiques. Suivons d'abord le reportage de Mamadou Fane à l'ouverture des travaux. On se retrouve juste après. Cette 22e réunion annuelle des services de transport est un cadre d'échange entre les différents acteurs du transport au Mali. Il s'agit d'analyser les difficultés auxquelles le secteur est confronté afin de proposer des solutions. La réunion annuelle des services de transport permet également de dresser le bilan des réalisations, d'assurer la programmation et de planifier les actions pour 2026. La tenue de cette 22e réunion annuelle intervient dans un contexte national et sous-régional marqué par de profondes mutations et par des défis persistants, notamment en matière de transport, de mobilité et de résilience des chaînes logistiques. Les épisodes récents de perturbations logistiques liées à des contraintes sécuritaires ont mis en évidence la vulnérabilité de nos systèmes d'acheminement, mais également la capacité de résilience et d'adaptation des acteurs du secteur des transports. Le thème de cette année est renforcer la résilience du transport et des logistiques pour assurer l'approvisionnement du Mali, un thème plus que d'actualité. Renforcer la résilience du transport et de la logistique pour assurer l'approvisionnement du Mali suppose une approche globale et cohérente. Cette résilience repose notamment sur une gouvernance efficace des chaînes logistiques et des corridors, sur des infrastructures adaptées et complémentaires, sur la facilitation des échanges et la lutte contre les entraves, ainsi sur le capital humain, les compétences et la capacité d'innovation des acteurs du secteur. À l'issue de ces 2 jours de travaux, de fortes recommandations seront formulées par les participants. Des recommandations qui proposent des pistes de solutions pour le développement continu du secteur des transports au Mali. Alors, Monsieur Sow, vous avez organisé cette 22e réunion annuelle donc, des transports sous le thème renforcer la résilience du transport et de la logistique pour assurer l'approvisionnement du Mali. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par là, par renforcer la résilience d'abord? Merci bien. Dans le système de transport et de la logistique, la résilience, c'est la capacité du système à anticiper les chocs, quels que soient les chocs de nature de choc, et à s'y adapter et à maintenir vaille que vaille l'approvisionnement du pays. Dans notre cas, où il s'agit pour nous, vous savez, ce système, quand il est là, qui est confronté à des chocs, cette résilience est devenue un enjeu national, appelé un enjeu national. Les plus hautes autorités se sont investies pour que, malgré les crises sécuritaires, malgré les crises environnementales, de maintenir l'approvisionnement du pays, d'assurer cela et aussi à des coûts acceptables. Vous avez vu que malgré le problème des hydrocarbures, aucun coût n'a augmenté. Et assurer aussi dans les délais. Assurer la sécurité. Voilà ce que nous entendons par la résilience des transports et de la logistique. Parce que quand vous parlez de résilience du transport et de la logistique, les deux vont ensemble. Bien sûr. Le transport et la logistique. Ah oui, c'est de deux paires. On ne peut pas parler de transport sans logistique. C'est ça. Voilà. Que ce soit au niveau des entrepôts, vous avez 15% de ce que nous importons traverse les mers pour venir au niveau de Port Transit, où nous avons 7 entrepôts qui sont dans le deux côtiers, où il y a un système logistique qui est vraiment coordonné, qui permet le déchargement
de marchandises, le chargement dans les véhicules ou dans les magasins pour que nous puissions avoir les produits ici dans les biens impartis. Et la réunion a porté principalement sur 2 panels. Enfin, il y avait 2 panels thématiques. Alors, qu'est-ce que ces 2 panels ont donné comme conclusion? Oui. Il y a 2 panels. Le premier panel qui était présidé par le conseil, le modérateur, conseil technique Mamali Kassé, et a porté sur la résilience logistique, la sécurité des transports, où 2 panélistes se sont évertués à expliquer cela. Le premier panéliste était le directeur des entrepôts maliens au Sénégal, qui a parlé du rôle stratégique, du rôle central des entrepôts. Vous avez vu, depuis les premières heures de l'indépendance du Mali, les autorités ont compris cela. Pays enclavé que nous sommes, le Mali, ils ont signé des accords de coopération avec les pays qui ont une facette maritime, permettant au Mali de participer, de jouer pleinement son rôle dans le commerce international. Donc les entrepôts permettent aux importateurs d'emmagasiner, d'importer à l'extérieur, de mettre dans un magasin dans des entrepôts maliens ou dans des entrepôts privés avant de trouver des moyens de transport pour les acheminer au Mali. Donc le rôle, c'est notamment la crise pétrolière, la crise des hydrocarbures a montré le rôle central sur le plan de la logistique, sur le plan de l'interaction, de la coopération entre les pays de transit et les pays et le Mali, et le rôle central de ces entrepôts-là. Le second intervenant, c'était le chemin de fer, où le directeur du chemin de fer, quand même, a montré la place centrale du chemin de fer dans un transport de masse. Imaginez que s'il y avait les rails, si les rails étaient maintenus dans sa fonctionnalité, nous n'aurons pas connu tous les problèmes par rapport à cela. Et même si les contraintes infrastructurelles font qu'il y a 4 points de rupture entre Kaï Bamako sur le plan routier, les véhicules de plus de 25 tonnes étaient prévus à la transition du transport, que les véhicules de plus de 25 tonnes soient mis sur les plateformes ferroviaires afin d'être acheminés à Bamako. Mais vous avez parlé d'entrepôts maliens, vous avez parlé aussi d'entrepôts privés. Oui. Donc ça veut dire qu'à Dakar ou à Abidjan, il y a des entrepôts maliens, mais aussi il y a des entrepôts privés que les opérateurs maliens utilisent. Oui, les plateformes portuaires des pays de transit, les autres portières ont déjà investi d'énormes sommes pour construire des entrepôts, non seulement pour recevoir les produits frais, les entrepôts frigorifiques, pour recevoir les engrais, les produits qui peuvent avoir une certaine toxicité, avoir des produits alimentaires, avoir d'autres produits. Donc, eux, ils ont investi. Et de plus en plus, les caisses sont en train d'être spécialisées, où nous avons vu les grandes chaînes logistiques qui sont le plus souvent des Européens ou bien des Chinois qui ont investi dans ce port-là. Donc, à côté, le Mali est le seul pays au monde qui a des entrepôts nationaux dans les pays de transit. Et l'Éthiopie était venue, et puis d'autres pays sont venus pour que nous puissions, comment le Mali a pu faire ça. Ça ne fait pas être spontané, quoi. C'était une politique qui a été vue depuis très longtemps. Ces entrepôts ont une certaine capacité qui ne peut pas absorber l'ensemble des exportations du Mali. Donc, et puis les priorités sont données à certains entrepôts. Si l'État doit exporter du coton, si l'État doit importer de l'engrais, ou à l'approche du moment de Ramadan, si la priorité du gouvernement est de réserver cette place à tel produit, les entrepôts exécutent sous les ordres de dans les transports en ce moment. Donc, si vous importez, s'il n'y a plus de place dans un entrepôt malien, qui vont les louer moins cher, 4 fois moins cher que les entrepôts privés. Donc, vous êtes obligé d'aller maintenant de trouver un magasin, soit dans le port, ce que l'optimum, ou en dehors du port. Et ça, ce sera aux frais des opérateurs. Maintenant, on va parler de tout ça après. Mais dites-moi, vous avez fait quoi d'abord entre la 21e réunion et celle que vous venez de tenir? Donc, en un an, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Ah oui, on a fait... Vous faites des réunions chaque année. Il faut tirer aussi quelques bilans. Vous savez, c'est le lieu de partager les expériences. C'est le lieu de faire les bilans de ce qui a été fait à l'année 1-1. Donc,
D'habitude, nous faisons en novembre de l'année. ça. Voilà, parce que nous avons une pression forte du département pour que nous puissions, chaque service puisse faire soit ce conseil d'administration ou sa réunion annuelle dans l'année N. Voilà. Donc nous avons voulu... L'année en cours. L'année en cours. Le département a reporté cela pour que nous puissions, parce qu'il y avait la crise d'hydrocarbures, pour que nous puissions entrevoir le bout du tunnel. Maintenant que c'est fait, nous avons organisé cette réunion-là. Sur le plan, parce que vous savez, la direction de transport, c'est 27 directions. Hein. Le ministère du Transport, c'est 27 directions. 27 directions réparties entre le transport et les infrastructures. Pour le transport, il y a plusieurs services. Et la réunion a regroupé tout le monde. La réunion a regroupé tous les services liés au transport. Voilà. Okay. La réunion annuelle des services routiers a été faite il y a un mois déjà. Donc, chaque service a présenté des bilans, en tout cas les bilans de réalisation de l'année 2025. Au titre de la direction générale des transports, vous savez, il y a eu 120 000 permis de conduire qui ont été délivrés, toutes catégories confondues. Il y a eu 92 504 grises qui ont été délivrées. Voilà, et tout compris toutes sortes de véhicules, les motos, tout ça compris. Il y a aussi 54 504 transports qui ont été délivrés. Voilà, ça c'est l'année de 2025. Et vous vous rappelez que c'est le 20 septembre 2024, nous avons lancé la nouvelle immatriculation des véhicules. À partir de cette date jusqu'à la date de la veille de la réunion annuelle des transports, il y a eu 122 000 véhicules qui ont été équipés de nouvelles plaques d'immatriculation. Ça c'est vraiment un bon progrès dans ce niveau. Non compris les autres activités que nous faisons, c'était le permis international, que ce soit les importations de véhicules ou bien les identités qui ont été faites. Il y a aussi par rapport à l'approvisionnement du pays, il y a eu 7 440 000 tonnes de marchandises qui ont été importées. C'est beaucoup ou c'est peu plus par plus que 2024. Voilà. Et ça aussi un peu rejoué autrefois c'était le corridor sénégalais qui dominait. Aujourd'hui, le corridor de la Côte d'Ivoire a pris le dessus. Dans le temps, c'était la Côte d'Ivoire, maintenant on est revenu au Sénégal. Exactement. Avec la crise ivoirienne, ça c'est parce que c'est le Sénégal. Aujourd'hui, avec des problèmes de crise sécuritaire souvent, des contraintes liées à l'infrastructure routière, font que aujourd'hui, la majorité des opérateurs économiques ont gagné à passer par la Guinée ou bien la Côte d'Ivoire. C'est cela qui est fait. Donc il y a cela. Il y a aussi, sur le plan du transport aérien, à peu près 850 000 passagers ont transité par les aéroports du Mali. Et la majorité, c'était l'aéroport international président Moudou Keïta. Voilà. Il y a eu plus de 850 000 mouvements de vol, mouvements de d'ornef au Mali. Donc ce soit plus de, si on fait les ratios journaliers, c'est plus de 27 vols par jour. Voilà. Alors, maintenant, vous avez toujours aussi des objectifs, vous avez des ambitions. Bon, tenant compte de ce que vous avez réalisé en 2025, vous envisagez peut-être beaucoup plus en 2026, mais en tenant compte de quoi? Est-ce que vous avez beaucoup plus vous aurez beaucoup plus de moyens en 2026 pour l'exécution de vos ambitions? Oui, vous savez, ça c'est l'éternelle question à laquelle les se posent, que les finances ont le problème de satisfaire tout le monde, tout le monde. Et pour chaque entité étatique, son programme est prioritaire et important. Parce que les hommes et les femmes ont cogité pendant des mois, ont veillé à ce que, pour donner un planning et souhaiter que le Mali marche, chacun dans ce domaine. Et pour tout le monde, ce que je vais défendre à l'arbitrage technique du budget, c'est important. Et voilà, on se rend compte au fil des ans que ce n'est pas possible. Donc voilà, le trésor public ne peut donner que ce qu'il a. Donc on fera avec ce qu'on va nous donner. Et alhamdoulilah, de plus en plus, on commence à comprendre le rôle central du transport et la logistique. Vous avez beaucoup plus de moyens. Un pays enclavé. Et qui n'accorde pas la place qu'il faut au transport logistique, ne peut pas se développer. Tout est importé. Les matériels d'équipement est importé au Mali pour équiper notre pays. Les produits pharmaceutiques sont importés. Pour aller de l'avant, on ne peut pas transformer
Bamako un capital viable, un capital coquette, si on n'a pas importé des choses qui ne se font pas ici. Voilà. Même les usines. Mais concrètement, pour 2026, vous avez quoi comme, comme ambition? L'objectif, c'est quoi? Aujourd'hui, le transport ferroviaire voyageur est à l'arrêt. Depuis un certain temps. Ça, c'est une des contraintes, une des difficultés que nous avons. Aujourd'hui, le transport officiel, transport officiel de passagers ou de marchandises sur le fleuve est à l'arrêt. La commande, les autres sont à l'arrêt. Quand bien même, le transport s'est fait. Il y a de grandes barques, il y a de grandes pirogues de 100 tonnes, de 80 tonnes, qui font la navette. Mais de façon officielle, le service étatique qui a vocation à transporter les personnes et les marchandises, la commandance, aujourd'hui est à l'arrêt suite à l'attaque du bateau Tombouctou. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que la logistique du transport, aujourd'hui c'est un enjeu national, c'est une priorité nationale. Aujourd'hui, les gens dans Koumanav sont pressés que ça se reprenne, mais il faut d'abord que la sécurité soit assurée. Et cela ne dépend pas du ministère du Transport. Il y a d'autres conditions. Des dispositions sont en cours pour que cela se fasse. Et réellement, nous pensons qu'en 2026, la Koumanav va reprendre ses activités. Parce que plus les bateaux durent arrêtés, un bateau, une embarcation de cette dimension, ce n'est pas une petite voiture qu'on peut démarrer de 2-3 jours. Quoi. Les pièces vont user, c'est il faut le faire, il faut la maintenance, et il faut aussi importer des pièces de rechange. Ça va amener beaucoup de coûts après. Ensuite, pour le chemin de fer, c'est comme cela. Les chemins de fer, le pont de Kassaro qui a été passé, les aléas climatiques, c'est en réalité les pluies diluviennes d'août 2024 qui ont endommagé le pont. Le tablier a été déplacé, donc nous n'offrons plus une certaine sécurité pour le transport. Donc on ne peut pas risquer la vie de passagers par rapport à cela. Donc le marché a été attribué à une entreprise chinoise qui doit très bientôt, je pense que dans les 7 mois à venir, le pont doit être construit et pour que le trafic puisse être repris. Alors, ça veut dire concrètement, comme difficulté, c'est d'abord il y a l'insécurité, il y a aussi les infrastructures, donc ferroviaires, routières, ça. Oui. Mais donc avec ça, difficilement vous pouvez atteindre vos objectifs. Oui, mais il faut tout planifier. Ouais. Il faut tout planifier. Aujourd'hui, tout ce qui est amélioration de l'infrastructure, notamment la voie par le nord, le corridor par le nord, Kaï, Bamako, les marchés sont attribués, le génie militaire et les sociétés sont en train, les quatre points critiques qui sont en train de poser des problèmes pour que ce soit réglé, pour que le trafic puisse reprendre. Et il y a une autre contrainte qui est là, qui ne dépend pas de nous. Les véhicules maliens, pour arriver au port, doivent utiliser les corridors extérieurs, avec des contraintes, avec des postes de contrôle qui pullulent, et aussi des contraintes liées même au passage de frontières. Voilà. Ça, c'est les principales contraintes que nous avons par rapport à cela. L'arrêt de trafic ferroviaire que nous souhaitons reprendre en 2026, l'arrêt de trafic voyageurs ou marchandises sur le fleuve par la Koumanav que nous voulons que nous passons à reprendre en tout cas pour la zone plus prochaine. Bien sûr, chaque service a pour la Koumanav, il s'agit de pouvoir draguer les fleuves. Les points critiques, pouvoir draguer et de baliser aussi. Et aussi de penser à exploiter comme autrefois le Bief Sud, Bongo Kankan. Et aussi se projeter, comme il le faisait avant, bien avant la crise, sur le fleuve Sénégal pour aller. Il s'agit pour le chemin de fer de développer le projet qui est là, le projet non seulement AES, Bamako, Ouagadougou, Niamey, et relié au port de Conakry, relié au port de Lomé, c'est cela. Et de réhabiliter le tronçon existant, Kaï, Bamako. Bien sûr, l'idée pour le ministère des Transports, c'est quoi? C'est d'aller sur le format standard. Sur le standard. Aujourd'hui, nous avons des rails un peu de la préhistoire, qui font 1 mètre de largeur, 30 kg, 35 kg le mètre, et puis qui ne peut pas supporter au-delà de 16 tonnes à l'essieu. Alors que le chemin de fer, l'avantage, c'est la massification, avant de déplacer des charges importantes, aller jusqu'à 22 à 25 tonnes
pas paresseux. Voilà. En ce moment, ça va protéger les réseaux routiers. Si des milliers de tonnes importées passent par les chemins de fer, les routes auront une longue vie. Mais actuellement, quelle est votre priorité? Est-ce qu'il s'agit, comme vous dites, le Mali est dépendant des pays côtiers, des ports de Dakar, d'Abidjan, de Conakry. Mais quelle est votre priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est faire des routes encore de bonne qualité, reprendre les routes, la route notamment entre Kayi et Bamako, ou alors mettre l'accent sur les rails, sur le transport ferroviaire? Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui? Vous savez, tout est prioritaire chez nous. Ouais. Alors, la priorité maintenant. Tout est prioritaire, mais vous avez les moyens de oui, quoi? Aujourd'hui, il est inscrit que il est inscrit que les rails sont une priorité nationale. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher, mais à la longue, c'est rentable. Ouais. Il s'agit pour nous aussi de viabiliser les réseaux routiers existants, de maintenir en bon état. Parce que vous savez, quand les charges se sont déportées sur le réseau de la Côte d'Ivoire, le réseau routier... Cette 22e réunion annuelle des services de transport est un cadre d'échange entre les différents... Donc, vous savez, quand la majorité du trafic a basculé sur le réseau, à travers les corridors ivoiriens, on a commencé à constater les dégradations qui ont apparu entre Banco Sikasso, Banco Boubouni et autres. Voilà. Donc, il s'agit de cela, de rendre praticable les réseaux existants, de le conforter, de se projeter dans le futur aussi. Et en 2026, il est prévu la possibilité de discuter avec les autorités du Sénégal par rapport aux accords de transit et de transport routier. Le second exercice, peut-être juste après, dans un mois, nous devrons être en conclave avec la Guinée, à Bamako ici, pour discuter de ces accords de coopération, de facilitation, pour que le transport puisse se faire correctement. Voilà un peu les priorités. On fera avec ce que les moyens qui seront donnés. Et vous savez, quand même, pour le projet routier, le ministère des Transports a bénéficié de l'appui constant de notre autorité, ou même en tout cas, des sacrifices ont été faits pour que nous puissions avoir un réseau à hauteur de cela. Alors, prenons les réseaux ferroviaires pour moderniser le chemin de fer Dakar-Bamako, ou en tout cas faire en sorte que ce transport puisse être une priorité, comme vous dites, c'est une priorité, mais pour faire en sorte que ça puisse être utilisé convenablement, il faut quoi? Il faut combien de milliards, par exemple? 1900 milliards, c'est déjà décidé. Ouais. 1900 milliards de francs CFA. Et ce n'est pas au-dessus de la capacité de notre pays. Ça, c'est uniquement le réseau... L'ensemble du réseau routier, qui comprend l'une des nationales. Ouais. L'ensemble du réseau routier. Vous savez, tout pays développé s'est reposé sur le développement des transports routiers. Ce n'est pas uniquement le chemin de fer, mais les routes aussi. Non, le chemin de fer. Ouais, uniquement pour le chemin de fer. 1900 milliards. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain non plus. Même si l'argent existait, un projet routier prend du temps. Voilà. A fortiori quand l'argent n'existe pas. Oui, non, aujourd'hui, dans le cadre de l'AIS, dans le cadre du développement national, de la politique nationale, dans le grand état Saraka Bensan, Baflani, Bureau Savama, le transport, il a dit de développer le transport sur le plan égalitaire. Transport aérien, transport routier, transport fluvial, transport ferroviaire. Donc tout ce temps, une planification a été faite, combien de routes construites par an, aménagées par an, le chemin de fer dans un horizon très proche, ça a été dit, c'est une priorité de haute autorité pour que nous puissions aller. Nous ne pouvions pas nous développer si nous n'avons pas mis en place un réseau ferroviaire digne de ce nom. Justement, parce que depuis la colonisation, on n'a pas fait de rail. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la volonté que les autorités n'ont pas une baguette magique, je le sais, mais ils ont priorisé le développement du transport ferroviaire. Il y a aussi un pan qui a été bien, que les gens ignorent. Le transport aérien peut participer à la desserte, à la production du pays. Vous savez, la moitié des produits pharmaceutiques viennent par ces avions.
il y a des équipements sensibles qui viennent par les avions. Et puis, les gens pensent que le coût est plus cher. Non. Il y a sûrement le délai coût-qualité qui est là, qui arrive vite. Et aussi, quand vous chargez en Europe ou bien en Chine dans un bateau, c'est 1 mois, 2 mois, ça prend du temps pour venir. Voilà. Donc ça dépend d'une planification de ces activités-là. Alors que quand on entre dans l'avion, vous allez payer quelque chose, et puis in fine, c'est moins cher que si vous venez par le bateau. Ça veut dire que vous pouvez transporter une bonne quantité de marchandises par avion, par cargo. Oui. Par cargo. Mais pas le carburant, par exemple, qui constitue une priorité aussi pour nous. Oui, c'est possible aussi le carburant? Non, oui. Pas le carburant. C'est trop risqué, vous savez. Vous savez, l'avion, c'est beaucoup de pression, beaucoup de... Voilà. Le jet aérien est importé au Mali par les camions citernes. Voilà. Parce que je reviens encore au réseau ferroviaire. Enfin, il y a une chose, est de développer et de construire des rails modernes, mais aussi une autre chose est d'acquérir des trains modernes, des locomotives modernes. Est-ce que tout ça c'est inclus dans le projet? C'est comme l'aviation que nous sommes en train de développer. Dès lors qu'on se met dans le format standard, c'est-à-dire qu'on n'est plus sujet à cette pression coloniale de maintenir le rail métrique qui n'est fabriqué que par la France. Si on va au standard, au rail standard, dimension standard, il y a plusieurs fournisseurs. Et les commandes aujourd'hui, c'est comme dans l'avion, pour avoir un avion neuf en ton nom, il faut attendre 12-15 ans. La commande, c'est pas possible. Donc on cherche là où on peut prendre le locomotive, vous savez. Vous avez une idée du pays ou en tout cas du partenaire qui pourrait vous fournir plusieurs pistes. Parce qu'on ne veut pas être phagocyté ou bien être lié carrément à un tissu d'approvisionnement. La direction du chemin de fer, de conseil technique, des missions ont été faites de prospection pour que nous puissions avoir tout ce que nous voulons. Et des missions étrangères sont venues au Mali pour faire une prospection des Bamako, des ateliers centraux qui sont là, jusqu'à Djibouli, où des missions étrangères sont venues pour prospecter cela. Donc cela est vraiment en cours. Oui, vous parlez des ateliers centraux qui sont à Korofina. Mais entre Korofina déjà et Bamako, ou en tout cas Kaï, mais il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace. Tout est occupé maintenant. Tout est occupé. Oui, il y a de l'espace. Ça, c'est pas très inquiétant. De Korofina à Djibouli n'est pas inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est de Korofina à Koukoulkouro. Oui, ça c'est out. C'est out. Où les gens ont construit sur les rails. Ou sur tout le monde. Où les gens ont enlevé les rails, ont vendu. Peut-être qu'il va falloir démolir aussi. C'est possible. C'est envisageable. Mais ça, c'est le rôle de l'autorité. C'est l'autorité qui doit s'assumer. C'est clair. C'est la même chose pour la zone aéroportière, qui est Skokati, que les gens ont construit. Et quand les aéroports de Mali ont voulu investir, ont voulu faire, c'est comme si des menaces ont été faites. L'espace appartient à l'État. Des gens viennent construire et on veut me menacer. Menacer les aéroports par rapport à cela. Ce n'est pas possible. Il faut que l'État s'assume à ce niveau. On ne peut pas squatter, construire, détruire le patrimoine national et rester comme ça. Voilà, cela a été fait. Les gens ont construit sur non seulement les emprises du chemin de fer, mais on enlevé les rails et on construit les rails. Il y a des bâtiments, il y a des images. Les bâtiments sont là, construits sur les rails. Il n'a même pas pris la peine de les enlever. Donc, voilà. Une mission d'inspection est conduite et en cours encore. Inspection de domaine, inspection de transport, inspection de l'administration territoriale pour évaluer le patrimoine, qu'est-ce qui a été squatté, qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui reste. Et vous savez, même les hôtels de rail, l'hôtel de rail à Bamako, l'hôtel de rail à Kaï, ont été pris par des gens comme ça, et pour que l'État puisse ressusciter et reprendre, c'était la cour de la bannière. Ah oui, on a menacé l'État, on a menacé le département par rapport à cela. Voilà. Donc si les laisser aller perdure, ça c'est un problème. C'est comme si
Aujourd'hui, il y a l'emprise routière à Bamako. En tout cas, les grandes voies, il y a une grande emprise qui est squattée, qui est utilisée pour le kiosque, pour les vendeurs ambulants. Et ces vendeurs font 3 ans, 5 ans, 6 ans pour les faire déguerpir, construire un projet. Ça devient la cour de la banane. C'est un problème. Souvent, vous avez vu toutes les stations de service qui étaient sur l'avenue Alcos. On était détruits. Mais ils avaient en tout cas un bail avec le chemin de fer. Tout ça, c'est des emprises de chemin de fer. Alors, le réseau ferroviaire, alors c'est la ligne Bamako-Dakar, Dakar-Bamako. Oui. Est-ce que vous envisagez autre chose? Est-ce que vous voulez, avec le chemin de fer, lier Bamako ou en tout cas à d'autres villes, à d'autres pays? Il est envisagé les réseaux routiers. Vous savez, la Guinée a fait de bon travail. Conakry, Kankan, 2 voies. Oui, ça c'est ça. Tout est effectivement sans standard. C'est lié au port de Conakry. Kankan, il y a une ville, avant la frontière du Mali, il y a un embrassement qui est prévu là-bas. C'est très proche de Bamako. Il est prévu, des discussions en cours avec, discussions en cours pour relier à Bamako. Par chemin de fer. Par chemin de fer. Et aller de Kankan à Bougouni, pour monter vers le Burkina Faso. Par chemin de fer. Mais tout ça, c'est vraiment des idées. Non, ce n'est pas des idées pour projet. C'est déjà avancé. D'accord. Ça, c'est avancé, c'est évalué. On sait combien ça coûte. Et c'est l'argent qui manque. Et les constructions, pour moi, l'argent ne manque pas. D'accord. Voilà, pour moi, ne manque pas. Si les volontés politiques sont coordonnées, voilà, il s'agit pas ça ne dépend pas seulement du Mali. D'accord. Parce que pour rallier à un pays, il faut que cela soit fait. Pour aller de Kankan à Bougouni, en passant par Sikasso pour le Burkina, voilà, ça ne dépend pas du Mali seulement. Donc il y a une coordination qui est en train d'être prise en compte, non seulement dans le cadre de l'AES, mais aussi avec les pays de proximité. Nous avons intérêt à aller nous connecter avec le Sénégal, à nous connecter avec la Guinée, le Burkina a intérêt à se connecter avec le Togo, et ainsi de suite. Voilà. Et vous pensez que certains de ces projets pourraient se réaliser dans le cadre de Malikoura Niatasera Kabessan, Baflani Bioron Savama? Bien sûr. Tout ça, d'ici 2063? Oui. Ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Parce que déjà, des pistes de financement ont été identifiées, des contacts très poussés, très politiques ont été faits pour que nous puissions vraiment réaliser cela. Alors, vous avez parlé de vos réalisations, on va revenir, mais parlons aussi de transport fluvial, parce que là, c'est le transport ferroviaire qui connaît beaucoup, qui est à l'arrêt, qui est le transport ferroviaire. Le transport fluvial, vous avez parlé un peu de transport peut-être des personnes à l'intérieur. Maintenant, on parle aussi de la navigabilité, du projet de navigabilité du fleuve Sénégal, qui pourrait permettre de lier un peu le port de Dakar ou entre le Sénégal à Mbididi, à Kaï. Oui. Bon, ce projet, c'est un projet phare de l'UMVS. Donc, la mise en valeur du fleuve Sénégal. Depuis sa création, a identifié 3 grands projets, dont la navigabilité du fleuve Sénégal, de Saint-Louis, du port de Sénégal et de Saint-Louis, la ville où le fleuve se jette à la mer, là-bas, et à Kaï, au départ. C'était Diboli, Kaï. Ensuite, avec la salinité, avec les restaurants à Paris, maintenant c'est de Saint-Louis à Kaï. De Saint-Louis à Kaï ou à Diboli? Non. Voilà. Ambididi, c'est la ville qui est située entre Kaï et Diboli. Voilà, Ambididi, où il y a tout un espace prévu par rapport à cela. Il y aura un port fluvial à Ambididi. Il y aura un port dont la capacité sera limitée, ce n'est pas comme un port... C'est le fleuve, c'est le fleuve, c'est pas la mer. C'est pas la mer. Pour la mer dans le port maritime, dans les quais sont... Ça peut être des petits bateaux, quoi. 13 mètres, 18 mètres de profondeur. Alors que dans ce cas, le dragage, le projet qui est spécial, le marché a été attribué à une entreprise chinoise qui a bénéficié de ça. Dans le cadre de l'UMVS. Donc le dragage, c'est fait, c'est de 2 mètres 1
1 cm de dragage sur une largeur de 35 mètres. Ok, ça coûte 35 milliards de francs CFA. Chaque pays, les 3 pays, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, chaque pays doit payer 30 millions. Et l'organisation. 30 millions 30 milliards Non, 35 milliards en tout. Le coût du projet. La première phase, là, 35 milliards francs CFA. Chaque pays doit contribuer à hauteur de 10 milliards. Et la société Genève doit prendre en charge 5 milliards. Donc sur les 10 milliards, le Mali a déjà donné 5 milliards. Par rapport à ça, les autres donc pays, ça veut dire que le démarrage est imminent. En principe, au moment de juillet. Voilà, au moment de juillet, voilà, on doit le faire. Et les autres pays ont pour le moment avancé 1 milliard. Le Mali a déjà avancé 5 milliards. Parce que ça nous tient à cœur. Vous voyez, ça nous tient à cœur. Et ça va permettre aux bateaux de moins capacité de venir. Notamment c'est comme pour la Koumanave, il y a des remorqueurs avec des chalands. Et chaque chaland fait à peu près 200 tonnes. Et chaque remorqueur peut drainer, peut tracter 6 chalands. Donc 1200 tonnes. Voilà. Maintenant, si c'est dragué, si le fleuve est dragué, vous voyez comment ça peut démultiplier le nombre de tonnages, en tout cas pour le Mali. Il est prévu aussi sur la rue gauche, notamment vers le Sénégal, la rue droite vers la Mauritanie, en tout cas des quais d'arrêt fluviales par rapport à ça, et aussi 2 ponts d'apostage qui peuvent faire des remorquages, et aussi un atelier de maintenance vers le Rousseau, sur la rue droite pour la Mauritanie. Et ça veut dire que concrètement, il va y avoir une forme de port aussi, ça, à ce niveau, un petit port. Mais après, il faut transporter encore par la route ou par les rails. L'intermodalité, vous savez, c'est ce qui fait que le transport... Parce que Caïn ne peut pas être une destination finale pour l'ensemble du Mali. Voilà. Non, c'est l'intermodalité. Quand vous transportez un produit de l'Europe ou bien de l'Amérique du Sud, ou bien de l'Asie pour venir, voilà, si ça vient, les bateaux doivent décharger au quai de Médéri. Les véhicules, les transports routiers vont charger maintenant pour les destinations, si c'est à Caï, si c'est à Ségou, si c'est à Bamako. Voilà. Même quand un produit vient de la plateforme aéroportuaire, ce sont des véhicules qui vont le faire. Voilà. Donc il y a une certaine intermodalité entre les véhicules. Quand les chargements viennent de bateaux, transport fluvial, d'abord le départ, c'est transport routier, les camions chargent pour mener ça dans le bateau, les bateaux transportent sur la mer pour venir au quai de débarquement, au port de débarquement, et des véhicules maintenant participent au transport de la mer jusqu'à destination. Voilà. Donc, il y a une certaine interdépendance entre intermodalité dans le modèle d'un système de transport. Donc, vous avez dit, actuellement, vous utilisez beaucoup plus le port d'Abidjan. Alors, il y a le port de Dakar, il y a Conakry, mais apparemment, on passe très peu par Conakry. Il y a le port de Nouakchott, parce qu'à un moment, il y a eu aussi beaucoup d'intérêt vers le port de Nouakchott. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourtant, on a la possibilité de développer les réseaux sur tous ces pays. C'est toujours un problème d'argent, un problème d'insécurité? Non, peut-être beaucoup de problèmes de sécurité, de crise sécuritaire qui sont là. La dépendance d'utilisation de corridors extérieurs, les restrictions au niveau de frontières. Sinon, Bamako, la capitale du Mali, est reliée par des voies bitumées avec l'ensemble des ports de transit. Y compris Nouakchott aussi? Y compris Nouakchott. Nouakchott et Conakry aussi. La route est bonne? La route Bamako-Conakry est la meilleure des routes. Pourquoi ne pas la privilégier? Aujourd'hui, ils sont en train, le parti économique, vous savez, il y a des contraintes qui sont là, qui ne sont pas maîtrisables par les pays. Les grands transporteurs maritimes, qui ont le monopole, ils sont 5 ou 6 grands, ce sont eux qui transportent et qui déversent à Lomé, à Cotonou, à Abidjan, à Guinée, à Conakry, à Dakar et à Nouakchott. Pour un conteneur, vous commandez un conteneur, vous dites livrez-moi à Dakar ou livrez-moi à Abidjan. Ce conteneur est moins cher que quand vous dites un conteneur délivré à Nouakchott ou à Conakry. D'accord. Voilà. Donc c'est une politique qui est utilisée. Tout ça, c'est ça, l'opérateur économique voit son intérêt, d'abord. Ensuite,
C'est comme de façon délibérée que, voilà, on a parlé avec le pays, on s'est tourné vers la Guinée, c'est bien ça. Voilà. S'il y a $2000 de différence entre les mêmes conteneurs transportés à Abidjan, sur Abidjan ou bien sur Dakar, que sur Conakry, l'opérateur économique est enclin à aller là où c'est moins cher. Mais l'État du Mali, quel que soit, a lié, en tout cas, fait valoir le principe que la Guinée et le Mali sont deux poumons dans le même corps. Tout ce qui est État du Mali, importation directe par l'État du Mali, transite par le port de Conakry. D'accord. Tout. Il y a les sincères maliens et guinéens qui sont là-bas. On a un entrepôt civil, on a un entrepôt militaire à Furgadi, donné par la Guinée. Voilà. On a un entrepôt au sein du port de Conakry qui sert en tout cas à connaître tout ce qui est importation malienne. Alors, M. Sow, je pense qu'on a beaucoup encore à dire sur ça, mais je voudrais qu'on parle aussi un peu du transport à l'intérieur du pays. Le transport à l'intérieur du pays. Vous avez parlé un moment de la Comanave, donc ça c'est entre les villes. Maintenant, si on prend Bamako comme capitale, comment faire pour développer le transport à Bamako? Parce qu'on sait qu'il y a les Sotrama, il y a les taxis, il y a les mototaxis, voilà. Mais on n'a pas, par exemple, de bus comme on en voit, par exemple, à Abidjan, par exemple, dans les grandes capitales modernes aujourd'hui. Comme à Ouaga. Oui, comme à Ouaga. Bon, à Ouaga, on vient d'accueillir des centaines de bus. 500 bus. Oui. Voilà. Bon. Est-ce qu'il est envisageable, là pour nous, c'est vrai que ce sont des bus qui vont être gérés par des privés, peut-être, je ne sais pas, mais est-ce que l'État malien a les moyens de faire ce genre de transport aussi, interurbain, avec des services publics? Ou alors est-ce qu'il faut privatiser? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a connu aussi par le passé des sociétés privées de transport à Bamako, Bamabus, Tababus, ainsi de suite. Oui. Et il y avait même des bus de Bani Transport, il n'y a pas très longtemps encore. Pas très longtemps, ouais. Mais ça disparaît, on reste avec les Sotrama. Oui, vous savez, nous sommes une particularité dans ce domaine-là. Nous sommes une des rares capitales, en tout cas, où il n'y a pas un service structuré de transport urbain, de transport collectif urbain. Toutes les expériences sont soldées par des échecs. Voilà, vous avez parlé de Tababus, de Bomambus, qui, avec la dévaluation, c'était de bonnes intentions, c'était lié à des sociétés françaises, vous savez, et c'était des crédits. Et avec la dévaluation de 1994, du jour au lendemain, leur dette s'est trouvée doublée. C'était difficile. Et les pièces de rechange n'étaient pas commandées directement, et puis ça passait par la Côte d'Ivoire pour venir, ce qui enchérissait les coûts. Voilà. Ou même des pièces de rechange qui étaient commandées, c'est certainement qui, d'après les anciens, ne correspondaient pas réellement aux besoins. Donc les sociétés ont recruté les unes à peu près les autres. La seule qui a un peu prospéré, qui après a mis la clé à la porte, c'est la société Sotrama. La Sotrama était une volonté d'un Malien qui a voulu, puisqu'il a vu que les bus... Et c'est le nom qui est resté maintenant, qui est utilisé par les minibus. Parce qu'il a vu que les gros bus ont eu des problèmes. Il dit que bon, moi je vais utiliser les minibus. Voilà. Il a importé et il a eu l'intelligence, puisque le système est tellement gangréné que les acteurs syndicaux qui sont là, c'est coriace. Vous savez, c'est des coriaces. Donc, ce sont eux-mêmes, après, quand un Sénégalais a de l'expérience, il a des moyens, il devient propriétaire de bus, et ainsi de suite. Donc, il garde par devers lui-même le comportement des syndicalistes. C'est ce qui pose problème. Et le transport urbain doit être développé par les structures décentralisées. C'est la mairie du district de Bamako qui a des projets par rapport à ça. Et on a discuté sur des projets. Il y a de bonnes intentions, des partenaires étaient venus. Nous pensions que ça allait très bientôt. Bon, il y a eu des difficultés par rapport à cela. Au niveau du ministère des Transports, il y a plusieurs projets de transport de masse. Bon, il y a le fameux projet depuis le temps ATT. Le projet tramway. Le projet tramway. Qui est là. Des études de faisabilité ont été faites. Il y a des missions de prospection de la ville de Lyon par rapport à cela qui a été fait. Vous pensez que c'est encore possible de relancer ce projet de tramway à Bamako? Si on doit le relancer aujourd'hui, est-ce que le tramway
tellement la forme ancienne qui a été dotée doit être améliorée pour adapter au contexte actuel. Il y a le problème de BRT, de bus rapide de transfert, où avec la firme Volvo, le ministère des Transports et des Infrastructures avec l'ambassade de Suède, avait développé vraiment un partenariat. Des missions ministérielles sont allées et des missions techniques sont allées même en Suède par rapport à ça, au GIE de Volvo. Les types de bus adaptés au contexte malien, parce que nous sommes un pays chaud, un pays tout localisé, ont été définis. La fondation de Suède devrait financer les études et même le modèle de gestion de la structure. Des itinéraires probables ont été définis, ont été tracés, et l'un dans l'autre, ça devrait être bientôt financé. Il y a eu les événements politiques que vous connaissez qui ont fait qu'aujourd'hui, cette coopération est en stand-by. Il y a des projets, un projet Kalion avec la Turquie. Ensuite, il y a une autre société turque qui est venue, qui voulait le faire. Aujourd'hui, il faut que le CMTR qui est là, qui défend qui est la fêtière de transport, la même district développe le transport urbain sous l'égide du ministère des Transports et du ministère de l'Économie et des Finances. Vous savez, la principale difficulté par rapport à cela était les entités demandent la garantie souveraine de l'État. Et à l'état actuel, le ministère des Finances n'est pas enclin à vouloir donner cette garantie souveraine. C'est-à-dire que nous allons venir investir, nous allons faire ça ensemble. En cas de problème, c'est l'État qui est responsable, qui va payer. Mais est-ce que c'est possible de développer le transport de bus à Bamako où les infrastructures ne sont pas forcément adaptées? Parce que les bus, vraiment, il faut avoir des voies assez larges, non? Oui, les bus ont une dimension standardisée, parce que c'est standard. Donc, nos routes au Mali, on respecte les standards internationaux. Chaque voie fait 3,50 m. Donc, 2 voies font 7 mètres, les accotements 1,50 m. Donc, les bus peuvent bien prospérer ici à Bamako. C'est difficile de faire cohabiter les bus urbains transport de masse avec les instruments que nous connaissons. Donc, les grandes lignes, les pénétrantes doivent être réservées au transport de masse pour que les populations soient dans de bonnes conditions. Maintenant, les instruments peuvent être dans la périphérie. Et les katakatani, c'est un échec du système. Une capitale qui se fonde sur les katakatani, c'est un échec. C'est un échec. Les katakatani n'ont pas droit à être dans la capitale du Mali. Parce qu'aujourd'hui, pour les bus, aujourd'hui, vous avez, même si vous avez l'intention, même si vous avez l'ambition de développer le transport des bus, ça ne va pas marcher parce qu'avec les Sotramas qui sont là, vous allez avoir des obstacles. Il y a des intérêts qui sont liés à ça, qui ne vont pas accepter. On a connu un moment quand une compagnie voulait mettre des taxis modernes sur la route de Point G. Il y a eu un énorme problème. Parce qu'il y en a qui préféraient continuer avec les anciens systèmes, la précarité. Oui, vous savez, ça c'est un problème réel. Avec la volonté, cela se fait. Aujourd'hui, Bamako est desservi, au Point G est desservi. C'est desservi. Et aujourd'hui, s'il y a un opérateur économique qui fait une étude de rentabilité, qui pense qu'il peut mettre des bus, l'autorité va l'appuyer. L'autorité va assurer la sécurité de ces bus. Parce que le commerce, c'est quoi? C'est aussi prendre des risques. Si un opérateur envisage d'investir dans 100 bus, 150 bus pour desservir Bamako, des lignes prioritaires seront accordées. Et nous n'allons pas, nous, en tout cas à notre niveau, laisser la cohabitation qui n'est pas sans problème entre les instruments et les bus. Dès lors qu'une ligne sera desservie par des bus commodes en nombre suffisant, cette ligne sera réservée aux bus. Alors, maintenant, si on prend ce cas précis, on a l'impression que on n'a que des projets. On n'a que des projets et je vois que ce sont des projets à long terme. Dans l'immédiat, qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce qu'il y a un projet qui peut être exécuté dans 5 ans minimum? Oui.
Ça, le transport urbain passager serait développé avant les 5 ans. Avant les 5 ans. Une solution pérenne par rapport au transport fluvial, peut-être c'est dans les 2 ans. Et je sais que peut-être la prochaine saison de pluie, le transport fluvial serait développé. Et le projet en cours qui était là par rapport au transport urbain fluvial, entre Ngolobourou, le pont, là où il y a la bibliothèque fluviale, où des escales, 16 escales ont été déjà identifiées. Ce projet est dans les pipes du ministère des Transports au niveau de la commande. Le projet routier, le projet ferroviaire, je veux dire, ferroviaire, dans les 5 années, on aura une lisibilité claire. Une lisibilité, c'est-à-dire que les îles sont finies et que le partenaire a commencé les travaux par rapport à cela. D'accord. Et quand les travaux vont commencer, ça peut durer peut-être 5 ans? Et ça peut durer. Le projet jusqu'à 3 années. Voilà. Jusqu'à 3 années. Parce que c'est des infrastructures qu'on ne peut pas construire aujourd'hui à la va-vite. Il faut d'abord il faut chercher le bon matériel et les plateformes qui doivent être construites. Il faut trouver bon matériel par rapport à ça. Il faut la ressource humaine par rapport à ça. Et on sait aussi que les trains modernes, c'est électrique, c'est avec l'électricité. Le tramway, c'est avec l'électricité. Et on est dans un pays où on n'a pas forcément assez de moyens, assez de capacités électriques. Oui, vous voyez que vous-même vous donnez la solution à ces problèmes. Ouais. C'est interdépendant. Aujourd'hui, la restauration de la route Bamako-Kaï ne dépend pas seul du ministère du Transport. Il faut assurer la sécurité des chantiers. Et ça, c'est d'autres départements ministériels. Aujourd'hui, les jeunes doivent intervenir par rapport à cela. Pour assurer le transport fluvial, il faut assurer la sécurité. C'est de prime abord. Vous avez dit, les trains aujourd'hui, ce n'est pas uniquement que le fiole, le fiole lourd. Ça, c'est l'électricité ou bien le bon gasoil, ça dépend aussi. Donc ça dépend de beaucoup de paramètres. Au ministère des Transports et des Infrastructures, nous travaillons avec le ministère de l'Économie et des Finances, les ministères concernés par rapport à cela, la maire du district de l'administration territoriale, pour que les projets qui ont en tout cas une implication d'autres départements puissent être faits. Un projet dans un département, un bon projet dans un département ministériel n'est pas conduit souvent de bout en bout par le seul département. Et juste un mot encore, peut-être, comme nous sommes presque en fin d'émission. Vous avez parlé un moment de l'échec des katakatani. Alors, parce qu'on sait que les katakatani, c'est les tricycles là, qu'on voit, qui sont aussi très utiles aujourd'hui, qui jouent un grand rôle dans le transport des marchandises à l'intérieur de Bamako. Mais on voit souvent qu'ils sont surchargés, ils sont même... je ne sais même pas comment qualifier, mais est-ce qu'il y a un moyen de mettre des limites à la capacité de ces tricycles-là? Oui, les véhicules, vous savez, en 2022, on a fait une opération de délivrance de permis de conduire pour les mototaxis et les katakani. Et ça a échoué aussi. Et les katakani. Au bout de 9 mois, on n'a pas eu le nombre que nous voulions. Avec les syndicats. Pourquoi on n'arrive pas à mettre en œuvre nos décisions? Oui, c'est ça là, vous savez, ça c'est le propre du Malien. Et même au début des mototaxis, au début on disait que toutes les mototaxis, les motos devaient être en jaune. Ça n'a duré que peut-être quelques jours. Oui, c'est clair. Les katakatani, personne ne prend les permis, on circule n'importe comment on va. Oui, vous savez, la plupart de ces sous-traitants, de ces bennes, de ces katakatani, peut-être appartiennent peut-être à vous et moi. Oui, mais peut-être à des personnalités plus... J'ai dit c'est comme ça, la plupart. Et ce qui fait que souvent, amener une politique de changement, il y a des résistances. Oui, mais si on prend une décision, ça doit concerner tout le monde. Aujourd'hui, si le contrôle routier s'est fait comme il faut, le katakatani, sur le caractérise, le nombre de passagers est donné, le poids total est donné, et les systèmes de véhicules doivent souscrire à une police d'assurance. Le contrôle doit avoir un permis de conduire et le véhicule doit être immatriculé. Aujourd'hui, un mototaxi, un katakatani fait un accident, il peut fuir. Personne ne se saura. Et vous avez parlé de chargement volumineux. Ça passe devant des éléments de force de l'ordre. C'est là. C'est vraiment le problème. Et aujourd'hui, pour me parler de cela, comment vous pouvez
arrêter une moto qui n'a pas de plaque, qui n'a pas... Si vous-même qui contrôlez, votre véhicule n'est pas immatriculé. Votre moto n'est pas immatriculée. Vous-même, comment vous pouvez arrêter un motocycliste qui ne porte pas de casque si vous-même, étant force de l'ordre, vous ne portez pas de casque? Ce n'est pas possible. Voilà. Ou à la rigueur, vous n'avez même pas le permis de conduire. Voilà. Merci beaucoup, M. So. Je crois qu'on aura certainement le temps de parler encore de transport dans le futur. C'est extrêmement important. Mais comme on ne prépare le temps, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'être venu. Merci d'avoir fait le déplacement. Et je remercie également les téléspectateurs qui nous ont suivis. Tout de suite, le journal de 13h avec Habibatou Koyan Djakite. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.